À découvrir ce mois-ci dans les musées, à la Bovary, les expositions Inside Magritte, Charles Simkovitch, Le Monde et l'Intime et Jacques Clausel au cœur de l'épure. Au Grand Cursus, l'exposition Les hiéroglyphes avant Champollion, avec autour de celle-ci un stage pour enfants, un créamusée et 2 conférences. Mais aussi une visite en famille et thématique à la Bovary, une conférence sur le Val-Salambert et le ciné-musée au Grand Cursus. Bonjour à tous, avec le retour du printemps, les musées vous proposent une multitude de découvertes dont des expositions. À la Bovary, l'exposition événements et immersive Inside Magritte se prolonge jusqu'au 18 avril. On y rencontre et vit l'œuvre de René Magritte, chef de file du surréalisme en Belgique. Toujours jusqu'au 18 avril, l'exposition Charles Simkovitch, Le Monde et l'Intime propose une sélection minutieusement opérée par l'artiste, explorant son œuvre à travers un dialogue qui raconte son rapport au monde et à l'intime. Sa galerie de portraits, de proches et d'artistes est le reflet de sa vision de notre monde tourmenté. Jusqu'au 22 mai, c'est à Jacques Clausel que la Bovary rend hommage. Fruit d'une donation au Musée des Beaux-Arts, l'exposition présente près de 70 œuvres, dont des peintures à l'acrylique et mine de plomb, des dessins aquarellés et des gravures qui rendent compte de l'œuvre de l'artiste. On vous annonce déjà que la Bovary sera exceptionnellement accessible les 4, 11 et 18 avril. Au Grand Cursus, jusqu'au 22 mai, ne manquez pas l'exposition Les hiéroglyphes avant Champollion, organisée avec l'Université de Liège. Elle retrace l'histoire à la fois curieuse et amusante des hiéroglyphes jusqu'à leur décryptage il y a 200 ans par Jean-François Champollion. Jean Winant, commissaire de l'exposition, lève un coin du voile sur cette extraordinaire aventure. Donc il y a une première étape qui se passe dès l'Antiquité. Donc dès l'Antiquité classique, c'est la manière dont essentiellement les philosophes, grecs et romains, vont recevoir cette écriture, vont essayer de l'interpréter et vont essayer de l'accommoder à leurs présupposés philosophiques. Puis alors on va faire un grand bond parce que pendant le Moyen-Âge il se passe un peu des choses, mais c'est pas vraiment illustré ici dans l'exposition. Et on arrive directement à l'époque de la Renaissance, où là on va en gros continuer un peu la tradition de l'Antiquité classique. On va redécouvrir un certain nombre d'auteurs qui avaient été perdus, et on va donc rester dans cette conception que les hiéroglyphes sont en fait des symboles pas du tout connectés à une écriture et à une langue en particulier, mais que ce sont des symboles à valeur générale. Alors la Renaissance a ceci de particulier aussi qu'elle va appliquer cette méthode-là, non pas de véritables inscriptions hiéroglyphiques, ils ne vont pas vraiment essayer de déchiffrer les inscriptions, mais convaincus qu'ils avaient compris le système, ils vont composer eux-mêmes des inscriptions en ce qu'ils pensent être des hiéroglyphes, et donc pour les distinguer, on appelle ça des inscriptions néo-hiéroglyphes, et on a quelques témoignages ici dans l'exposition, et notamment le monument de Hubert Mielemans, qui est vraiment un des monuments les plus importants en Europe de ce point de vue. Puis alors après, on arrive à l'époque baroque, au XVIIe siècle, et là c'est essentiellement le siècle d'Athanas Kircher, un père jésuite, qui a gardé en gros l'interprétation de la Renaissance, mais en l'appliquant à des monuments, là, proprement égyptiens, et singulièrement les obélisques, puisque les papes de la Renaissance, surtout à la fin du XVIe siècle, ont retrouvé les obélisques, les ont remis à différents endroits clés, différents endroits symboliques de la ville. Et donc Kircher va essayer d'appliquer la méthode des humanistes, donc le symbole, pas la langue, mais au vrai monument cette fois-ci, mais avec une petite préoccupation en plus, c'est que lui était persuadé qu'il allait retrouver des traces de la révélation adamique, donc la révélation faite par Dieu à Adam telle que décrite dans la Bible. Donc lui, en fait, ce qui s'attend à retrouver sur les obélisques, c'est la révélation divine, en quelque sorte. Puis on arrive au 18e. Alors là, au 18e, il y a 2 mouvements, si on veut. Le premier, qui est un mouvement de déconstruction de la pensée de Kircher, parce que lui avait conduit en quelque sorte l'égyptologie un peu dans une impasse, donc il va falloir déconstruire ça, faire un peu marche arrière. Et puis alors, on va avoir à ce moment-là aussi les premiers voyages un peu significatifs, un peu importants en Égypte, donc les Occidentaux redécouvrent l'Égypte, et donc on va avoir une documentation beaucoup plus précise. C'est aussi le moment où se constituent des collections en Europe avec des catalogues. Et donc là, ça va donner à ceux qui viendront un peu plus tard les matériaux indispensables pour faire le déchiffrement. Et puis parallèlement à ça, il y a quand même encore un courant symbolique qui continue à se développer et qui va même pousser la réflexion encore un petit peu plus loin en essayant d'incorporer la civilisation chinoise, donc qu'on avait redécouvert à la fin du XVIe siècle et dont on essayait de remettre l'histoire de la Chine en quelque sorte dans une histoire mondiale. Et donc il était important, surtout pour sauvegarder les enseignements de la Bible, de voir comment
la Chine, son écriture, pouvait être ramenée dans une histoire mondiale, mais vue du point de vue judéo-chrétien. Et donc là, il y a tout un mouvement de pensée qui s'est dit, tout compte fait, l'écriture chinoise, l'écriture hiéroglyphique, il y a peut-être moyen de mettre ça ensemble. Et donc il y a des auteurs qui ont proposé que la civilisation chinoise soit en fait un produit de la civilisation égyptienne. Ça paraît un peu étonnant aujourd'hui, mais au XVIIIe siècle, il y a des académiciens, des gens sérieux apparemment, qui ont écrit des traités qui s'intitulaient tout simplement « Où il est prouvé que la civilisation chinoise est une colonie de l'Égypte ancienne ». Et puis à leur dernière phase, dernier moment, là on est vraiment à la fin du XVIIIe siècle, c'est la grande expédition de Bonaparte en Égypte, on est en 1798 jusqu'en 1801, et là Bonaparte part avec une armée, parce que le but est quand même de couper la route des Indes aux Anglais, mais il emmène aussi avec lui des savants, et qui vont sillonner un peu toute l'Égypte, qui vont faire des relevés, et on va avoir grâce à ça une publication magnifique qui est la description de l'Égypte, qu'on peut voir ici à l'exposition. Et c'est le moment aussi où on va découvrir la très fameuse pierre de Rosette, donc cette pierre trilingue, une partie en grec, une partie en démotique, une partie en hiéroglyphe, et qui va enfin donner la possibilité aux savants, dans une course qui va durer une vingtaine d'années à peu près, mais qui va leur donner les clés pour finalement percer le mystère de cette écriture et finalement parvenir à déchiffrer l'écriture hiéroglyphique. Et ça, ce sera l'œuvre de Jean-François Champollion, qui en 1822, donc il y a exactement 200 ans, va enfin trouver la bonne clé à mettre dans la bonne serrure pour arriver au déchiffrement. Et ça lance l'égyptologie scientifique et l'égyptologie moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui. L'exposition donne aussi les moyens de comprendre un peu comment fonctionne l'écriture hiéroglyphique. C'est une écriture complexe, c'est pas une écriture alphabétique. Et ça a été ça finalement la difficulté, c'est de comprendre que cette écriture avait 3 catégories de signes différents. Donc on a ce qu'on appelle des idéogrammes ou des logogrammes. Donc ce sont des signes qui ont une valeur significative, mais qui en même temps ont une valeur phonétique, phonologique, ont une prononciation. On a alors ce qu'on appelle les phonogrammes, donc ce sont des signes qui n'ont qu'une valeur phonologique ou phonétique, un peu comme un alphabet, un peu plus compliqué, mais enfin c'est ça le principe. Et puis la troisième catégorie de signes, c'est ce qu'on appelle des classificateurs sémantiques. Ce sont donc des signes qui n'ont aucune valeur phonétique, mais qui servent à ranger le mot auxquels ils sont apposés dans une catégorie sémantique, une catégorie conceptuelle très très générale. Donc, par exemple, tout ce qui concerne les activités humaines, on peut avoir le déterminatif de l'homme assis, parce que voilà, c'est une activité humaine. Tous les objets qui sont en bois peuvent avoir le classificateur de la branche de bois, parce que c'est un objet en bois, et ainsi de suite. Et donc voilà, on propose aussi, et dans une petite expérience qu'on peut proposer aux visiteurs, à partir d'une petite stèle qui est conservée ici au musée Cursus, comment on peut décomposer une ligne d'hiéroglyphe et comment on peut décomposer un mot dans ses différents constituants. Autour de l'exposition, le Grand Cursus a concocté un riche programme d'activités pour tous les publics. Le 3 avril, le Créamusée permettra à tous de fabriquer leur obélisque en carton et d'y transcrire leur prénom en alphabet hiéroglyphique. Durant la première semaine des vacances, les enfants de 8 à 12 ans vivront un stage à la découverte de l'Égypte des pharaons. Ils y découvriront l'écriture hiéroglyphique, mais également le mode de vie de l'Égypte ancienne à travers de nombreux ateliers plastiques. À ne pas manquer également le cycle de conférences qui prolonge la découverte de l'exposition. Le 6 avril à 18h30, c'est Jean Ouilan et Gaël Chantrin qui proposeront une communication intitulée « Des hiéroglyphes aux néo-hiéroglyphes de la Renaissance ». Le 21 avril à 17h30, Jean Ouilan nous fera découvrir Athanasius Kircher et les idées des hiéroglyphes avant les travaux de Champollion. Comme chaque mois, à noter dans vos agendas, la visite famille autour de l'homme et du travail et la visite thématique autour de la femme dans les Beaux-Arts. Rendez-vous est pris donc le dimanche 10 et dimanche 17 avril à 14h. Si pendant les travaux du tram, le Grand Cursus a dû mettre à l'abri sa collection du verre, sa conservatrice nous propose d'en découvrir l'extraordinaire richesse lors de différents rendez-vous tout au fil de l'année. La première rencontre se tiendra le 21 avril à 11h au Grand Cursus et proposera de partir à la rencontre de Val-Salambert qui a fait l'extraordinaire réputation des verriers liégeois. Enfin, on se quitte avec le ciné-musée du 26 avril. Ce mois-ci, c'est le film Kostakis, collectionneur de Barry Gavin, qui propose un portrait de Georges Kostakis, qui a constitué une des plus grandes collections d'avant-garde russe. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour d'autres news des musées.
Ces peintures, dessins et sculptures sont essentielles pour comprendre l'évolution des arts dans les premières décennies du XXe siècle. La collection est russe. Le collectionneur est grec. Il se nomme Georges Kostakis.